Pour les participants qui sont déjà là, on attend quelques minutes. Vous êtes nombreux aujourd'hui à suivre ce webinaire, donc on attend un petit peu que chacun se connecte et nous commencerons ensuite. Bonjour, je vois certaines questions qui apparaissent déjà. Madame Boyer, vous mettez, est-ce que vous pouvez en profiter pour poser une question? Allez-y, allez-y, on verra. Là, on attend un petit peu encore, il y a beaucoup de personnes inscrites. D'accord. Je voulais savoir qui s'occupe des contrats pro chez vous. Alors, des contrats pro plutôt chez vous, car nous avons une demande. Vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller formation, hein. Oui, Madame Mérès, je ne pense pas que les questions soient accessibles à tous. En fait, il me semble que ça dépend de l'option que les participants choisissent lorsqu'ils envoient leurs questions. Donc voilà, ça, je pense que c'est pour ça. Bonjour, merci. Alors, hop. Donc, on a des gens qui nous rejoignent encore. On va attendre encore une petite minute et après, on va commencer tranquillement avec un point sur l'organisation. Ah, on a un problème de connexion sur le PC. Je vais le faire par téléphone. Après, ça dépend aussi des navigateurs parfois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut dépendre des navigateurs. Alors, on a notre service communication qui est là pour nous épauler. Donc, s'il y a des problèmes de connexion, ils vont vous accompagner sur le sujet. Ah, vous êtes sur Apple. Alors, quand ma collègue disait navigateur, on pensait plutôt à, vous savez, Explorer, Mozilla, tout ça. Bonjour, Madame Martinez. Essayez de voir en changeant, ouais, peut-être de navigateur. Il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres. Ah oui, vous pouvez rester sur téléphone, il n'y a pas de problème. Monsieur Martinez, excusez-moi. Bonjour. Bien, alors, je propose de commencer tranquillement. On a déjà beaucoup de participants qui nous ont rejoints. Donc, pour les questions qu'on était en train de lire, vous avez la possibilité, du coup, dans le volet qui est sur votre droite, c'est le panneau de configuration. Vous avez une petite flèche orange. Si jamais le panneau il n'est pas visible, vous cliquez sur la petite flèche et vous devriez le voir apparaître. Il y a donc un endroit intitulé questions. Vous pouvez formuler vos questions à destination des organisateurs et nous vous répondrons alors autant que faire se peut, parce que je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de participants inscrits aujourd'hui et d'ailleurs c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille tous. Néanmoins, ça veut aussi dire qu'on on n'aura peut-être pas la capacité, c'est même sûr, de répondre à toutes vos interrogations en live. En revanche, il y aura une extraction des questions à la fin du webinaire par notre service communication, ce qui nous permettra à Céline et moi de revenir vers vous à l'écrit
sous forme finalement d'une foire aux questions que vous recevrez avec le lien du webinaire, un lien qui vous permettra de reconsulter ce webinaire en replay, mais également le support de la présentation. Ça, c'est déjà le point question. On fera des points réguliers pendant la présentation avec des allers-retours avec vos questions, mais clairement, on ne pourra pas, au vu du nombre, toutes les traiter. Alors, je vous propose qu'on commence tranquillement. Donc, déjà que je me présente, je m'appelle Caroline Pachou, je suis conseillère formation au sein de l'OPCO Atlas et donc j'accompagne les entreprises dans une relation de proximité sur les sujets emploi-formation, tout comme ma collègue Céline Estacal qui est avec moi. Bonjour à tous. Et on a également notre collègue Yasmine Ami, que certains d'entre vous peut-être connaissent déjà si vous avez assisté au webinaire cette semaine ou si vous l'avez vu en rendez-vous, développeuse de l'alternance qui nous aide aujourd'hui et qui s'occupe de gérer le support. Yasmine, un grand merci à toi. Donc avant de commencer également, un mot qui me semble être indispensable sur la crise sanitaire que nous traversons tous aujourd'hui. Bien évidemment, mes collègues s'associent à moi pour vous dire qu'on espère que vous vous portez tous bien, ainsi que vos proches. Et en termes d'accompagnement, sachez que l'OPCO Atlas reste pleinement mobilisé. Toutes les équipes sont sur le pont pour assurer les réponses à toutes les questions que vous avez sur le volet formation et de notre champ. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que nos conseillers téléphoniques, les développeurs et les conseillers restent tout à fait joignables pour toute question. Bien évidemment, votre conseiller et le développeur de l'alternance, donc qui intervient sur votre région, ne peuvent pas se rendre en présentiel dans vos locaux, évidemment, mais nous pouvons organiser des rendez-vous en visio, chose qui a été rendue possible dès le début du confinement. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez solliciter votre interlocuteur privilégié sans problème. Maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, puisque nous sommes ensemble sur le sujet de la réforme pendant 1h30. Alors, nous avons conscience, Céline et moi, que c'est long, 1h30 pour un webinaire. Ce que nous avons choisi de faire, c'est d'être synthétique sur beaucoup de sujets que vous connaissez certainement déjà, où on se permettra peut-être d'aller un petit peu vite, quitte à revenir vers vous via les questions ou à vous inciter, sinon, à revenir par la suite auprès de votre conseiller pour creuser davantage, pour pouvoir justement nous concentrer sur des sujets que vous connaissez peut-être moins ou sur lesquels on a souvent des questions en tant que conseiller et qu'on va du coup profiter pour creuser davantage. Nous alternerons aussi avec les questions que vous posez via l'interface pour assurer un certain échange, malgré le fait que vous soyez habitué à nous rencontrer plutôt pendant les réunions d'information. Vous pouvez nous poser vos questions directement. Voilà pour le point d'organisation. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, donc de cette présentation de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et donc, on va commencer par le sommaire pour vous expliquer un petit peu comment va se présenter ce webinaire. On va évidemment revenir sur les éléments de contexte de cette réforme, puis nous aborderons le sujet des nouveautés d'accès à la formation, l'occasion de voir qu'on a beaucoup de choses qui sont apportées par la réforme en termes de changement, mais on a aussi beaucoup de points de repère. Et ça va nous guider un petit peu au fil de la présentation et ça va vous guider aussi, vous, dans vos réflexions emploi-formation. Ensuite, nous aborderons la collecte, grand sujet que vous venez justement de vivre avec nous, puisque la fin de la collecte, c'était il n'y a pas si longtemps. Et enfin, nous reviendrons sur les autres mesures impactées par la loi. Vous le verrez, la présentation sera également ponctuée d'allers-retours avec l'actualité, puisque vous le savez, de nombreuses ordonnances sont passées sur le sujet emploi-formation dû à la crise sanitaire. Nous ferons des liens, évidemment, avec ces sujets, alors dans la limite de nos connaissances, évidemment, puisque les informations sont actualisées très régulièrement, mais nous ferons notre maximum pour vous apporter les informations les plus actualisées possibles au vu de la situation.
Et Donc, Caroline, je me permets juste oui, de bien sûr. rajouter quelque chose sur l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, donc bien sûr sur la réforme. On ne reviendra pas aujourd'hui sur nos critères de prise en charge, hein. Ce n'est pas l'idée Oui, aujourd'hui de ce webinaire, sinon il durerait très longtemps. Donc ça fera oui, oui. l'objet éventuellement d'un autre webinaire où, toujours pareil, on vous invite à revenir vers vos conseillers respectifs pour évoquer les critères, mais ce ne sera pas l'objet aujourd'hui. Absolument. Tu as raison de le préciser parce que c'est vrai que c'est souvent une attente qu'on a. Donc, tout à fait. Merci Céline. Alors, je propose que nous commencions avec les éléments de contexte et du coup vous introduire un petit peu l'OPCO Atlas ou même les OPCO de façon générale. Tu peux avancer Yasmine si tu veux sur la diapo suivante et même avant, vous voyez, même moi je vais un petit peu trop vite puisque d'abord on va aborder le sujet des objectifs du gouvernement. Le législateur, en portant ce texte, et évidemment nous nous concentrons sur le titre 1 de la réforme qui concerne la formation, il a des 3 objectifs principaux. Donc, le premier, c'était évidemment de renforcer l'investissement des entreprises dans les compétences. Mais comment? Via une simplification institutionnelle et réglementaire. Alors, quand on présente cet objectif en réunion d'information collective, il est vrai que on voit souvent des sourcils se lever de par le mot simplification. Oui, c'est vrai que toute réforme, et surtout celle-ci, qui est venue vraiment transformer le paysage emploi-formation, peut vous sembler pas forcément simple à décortiquer de prime abord. Néanmoins, la volonté, c'est qu'il y ait une vraie simplification et on verra de quelle manière dans les textes et on verra de quelle manière au niveau institutionnel surtout et réglementaire évidemment. Réformer le système d'apprentissage, oui. On a un contrat qui a été complètement revu, donc on le verra dans ce webinaire. J'en profite pour rappeler qu'il y a 2 webinaires autour de l'apprentissage et de l'alternance qui ont eu lieu la semaine dernière, non, cette semaine, que vous pouvez retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à les consulter, puisque là, on va revoir évidemment les transformations de l'apprentissage. Mais si vous voulez aller plus dans le détail, ça sera intéressant de consulter ces 2 webinaires-là. Et enfin, les nouveaux droits aux personnes. Et là, il s'agit plus que de nouveaux que de nouveaux droits. Il s'agira plus de se dire qu'on renforce la capacité des personnes, des individus à mobiliser des dispositifs qui les concernent directement. Vous avez beaucoup entendu parler du CPF, on verra qu'il y en a d'autres et on reviendra évidemment dans ce webinaire sur ces sujets. Continuons donc avec le contexte et donc l'apparition des OPCO. On est effectivement passé d'OPCA à OPCO, ça ne vous a pas échappé, de 20 OPCA à 11 OPCO. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que les OPCO concrétisent la volonté du législateur d'aborder les questions de l'emploi, des compétences, de la formation et de l'apprentissage au sein de filières économiques cohérentes. Cette concrétisation, elle se révèle autour de 4 missions qui ont été données par le législateur aux OPCO, dont la première qui est évidemment le financement des contrats en alternance, mais qui dit financement dit tous les services qui vont autour, puisque en tant qu'OPCO, nous vous accompagnons dans vos interrogations sur le champ de l'alternance, dans la mise en œuvre, puisqu'on vous accompagne sur la saisie de vos dossiers, le suivi administratif et jusqu'au paiement du dossier. On intervient également dans une relation de proximité auprès des TPE-PME, mais également vers nos grandes entreprises de notre filière pour vous accompagner toujours sur le champ de l'emploi et de la formation. Et si on dézoome un peu, l'OPCO est également aux côtés des branches professionnelles afin de les accompagner sur tout ce qui relève des diplômes, de la certification, puisque au travers des observatoires qui composent l'OPCO Atlas, qui sont des outils privilégiés d'observation des métiers et des compétences en tension, ça nous donne des éléments pour venir nourrir ces réflexions autour de diplômes et des certifications. Et en lien, évidemment, de travailler avec les branches sur tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Une petite infographie maintenant de notre OPCO Atlas. Cette infographie pour vous dire que l'OPCO Atlas regroupe aujourd'hui 15 branches professionnelles. Donc un bel OPCO dont les branches sont issues de plusieurs OPCA que vous connaissiez de nom. On a des branches qui viennent du FAFSIEC, d'AGFOS, d'Uniformation, d'OPCABAYA, d'OPCALIA.
Et toutes ces branches professionnelles travaillent autour d'enjeux communs. On a des branches, on a une filière économique majoritairement composée de cadres, on a des activités qui sont très fortement réglementées, avec un écosystème qui est en perpétuelle transformation, des métiers qui sont profondément impactés par le numérique et par les nouvelles modalités de travail, et surtout, une importante demande RH, avec bien souvent des difficultés de recrutement, des métiers et des compétences en tension. Et votre co est là pour vous accompagner sur ce champ-là, évidemment, avec une solution privilégiée qui ne vous aura pas échappé, celle de l'alternance, bien sûr. Donc, poursuivons notre présentation avec un petit rappel sur les services qui sont à votre disposition. Vous, entreprises qui nous regardez, vous avez sûrement toutes déjà créé votre espace en ligne. Alors, si ce n'est pas le cas, j'en profite pour vous inviter à le faire, puisque maintenant, on a vraiment à cœur de mettre un processus numérique de bout en bout. Puisque sur votre espace MyAtlas, vous avez la possibilité de déposer vos demandes de formation. Vous avez la possibilité de suivre la vie du dossier, puisqu'en plus, depuis le 1er janvier, vous avez la possibilité d'activer des notifications sur votre espace en ligne qui vous permettent vraiment d'être au courant de toutes les nouveautés sur vos dossiers, des courriers de relance, un accord de financement. Donc, surtout ça, mettez-le parce que ça vous permet d'être au courant beaucoup plus rapidement que par courrier. Ensuite, vous avez également accès à des dispositifs financiers, bien sûr, au travers des critères de financement. Vous avez accès à des services d'accompagnement. Donc, on l'a déjà un peu dit en introduction. Chaque entreprise a un conseiller formation qui lui est dédié. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est important de prendre contact avec le conseiller quand vous avez des questionnements d'ordre stratégique sur votre politique formation. Vous avez également à votre disposition des développeurs en maillage régional qui peuvent vous accompagner et aller plus finement dans la politique alternance que vous souhaitez déployer, ou plus simplement si vous avez des questions sur ce champ-là. Et vous avez également un service de conseil téléphonique qui est à votre disposition. On intervient aussi aujourd'hui en webinaire, mais d'ordinaire en réunion d'information collective. Cette modalité sera appelée évidemment à se déployer. Céline, tu voulais rajouter quelque chose, j'ai l'impression. Oui, je me permets, Caroline, parce que j'ai quelques questions. Juste pour préciser, il y a une question comment savoir qui est mon conseiller. Donc ça, vous pouvez le voir directement sur votre espace en ligne. Alors, il faut savoir que là, aujourd'hui, on est en réorganisation sur différents portefeuilles. Donc, parfois, il peut y avoir sur certains comptes en ligne des noms qui n'apparaissent pas. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à contacter nos équipes, notamment par téléphone, qui pourront vous préciser le nom de votre conseiller et ses coordonnées. Autre question aussi sur la partie sur les dossiers en cours, sont-ils automatiquement basculés sur MyAtlas? Tous ceux qui étaient au FAFIEC avant basculent sur MyAtlas. Oui, ça se fait automatiquement, hein, le service en ligne n'a pas changé, l'infographie est la même, donc aucun problème là-dessus. Donc voilà, c'était les petites questions qu'on avait sur l'espace en ligne. Ah bah très bien. Merci beaucoup. Effectivement, on va essayer de faire ça au fur et à mesure pour pas que vous attendiez de trop pour vos réponses. Alors, Yasmine, je te propose qu'on avance sur la slide suivante avec une offre de service effectivement disponible pour tous. Donc là, on parlait juste avant de MyAtlas. MyAtlas, c'est votre espace à vous en tant qu'entreprise pour suivre vos dossiers. Mais vous avez aussi le site internet de l'Opco Atlas, dont le lien est juste en bas de cette slide. Et sur ce site, il y a plusieurs choses qui sont à votre disposition. Premièrement, les critères de prise en charge. Les critères de prise en charge, vous les retrouvez quand vous êtes sur le site, sur le petit onglet Entreprise, il y a un plus, vous cliquez dessus et vous allez cliquer ensuite sur Financer mon projet. Et les critères de prise en charge, vous les aurez quand vous aurez sélectionné votre branche professionnelle. Donc, si vous êtes bureau d'études, vous sélectionnez bureau d'études, société financière et ainsi de suite. Donc ça, très important d'avoir cette option en tête puisque les critères, vous le savez maintenant, vous avez l'habitude de la gestion des fonds avant les OPCA, maintenant les OPCO. On est sur une gestion annualisée. Donc les critères, ils sont vivants finalement, ils sont revus tout au long de l'année. Et donc du coup, il est important de se tenir à jour. Alors, on vous envoie des informations, mais néanmoins, vous avez aussi l'opportunité de voir les critères quand ça fait un moment que vous n'avez pas fait de demande, ça peut être intéressant. Des actions spécifiques aussi sont menées par chacune des branches, telles que la PEEC, les actions collectives. Donc tout ça, vous le retrouvez sur les critères.
Et puis, vous avez également sur notre site internet des guides RH, des fiches outils qui sont à votre disposition. Et là, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez dans l'onglet boîte à outils. Et donc, tous ces éléments peuvent vous aider, notamment dans vos campagnes d'entretien professionnel. Vous verrez que vous avez des guides pour l'employeur et des guides pour les salariés. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Ils sont à votre disposition et tout prêts à être utilisés. Donc, on va… Oui. Juste Caroline, sur une ou deux questions. Donc oui, je vous confirme que la présentation sera envoyée à l'issue du webinaire. Hein, donc vous aurez le replay à disposition ainsi que la présentation. Et autre question aussi, comment contacter mon conseiller, sachant que l'on ne peut pas les contacter par téléphone. Donc là, l'idée, si vous ne connaissez pas votre conseiller, c'est de nous contacter auprès de notre plateforme pour prendre contact avec nos conseillers téléphoniques. Donc là, toutes les informations sont transmises sur notre site internet. Hein, vous avez le numéro de téléphone et eux pourront vous transmettre l'adresse mail de votre conseiller qui pourra ensuite lui aussi vous transmettre après son numéro de portable si besoin. Absolument. Absolument, absolument. Alors, concernant les nouveaux accès à la formation, on va rentrer dans le vif du sujet avec la slide suivante où, du coup, vous allez voir apparaître ces différents accès. Je vous disais en préambule que cette réforme qui est venue profondément restructurer le paysage emploi-formation a pour autant aussi laissé ses points de repère. En voilà un bon exemple, puisqu'on a toujours la possibilité d'avoir accès, de mobiliser la formation au travers de 3 canaux. Le premier, vous le connaissez, à l'initiative des employeurs. Vous le connaissiez avant sous le nom de plan de formation. Maintenant, cela devient le plan de développement des compétences. On y reviendra juste après. À l'initiative du salarié, vous avez le compte personnel de formation, le projet de transition professionnelle, la VAE et son congé VAE. Et vous avez par contre ici la disparition du congé bilan de compétences. Donc ça, c'est une des nouveautés portées par le texte. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre en œuvre des formations dans le cadre de l'alternance, puisque vous avez la possibilité de mobiliser le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage et la ProA, dont nous reviendrons dessus un petit peu plus tard. Vous voyez que ces 3 canaux, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours là. À l'intérieur, oui, on a des changements, mais ces 3 canaux sont toujours à votre disposition pour mettre en œuvre la formation au sein de votre entreprise et auprès de vos collaborateurs. Donc, poursuivons avec le plan de développement des compétences. Le plan de développement des compétences, là, on est donc sur ce fameux outil macro que vous utilisez en entreprise pour assembler toutes les actions de formation que vous mettez en œuvre auprès de vos salariés. Alors oui, maintenant, il n'y a pas d'obligation légale. Une incitation forte, surtout que les entreprises de plus de 50, finalement, doivent présenter des éléments devant le CSE. On a une suppression des catégories à spécifier dans le plan. Pour autant, l'employeur a toujours des obligations en matière de formation professionnelle, puisqu'il a toujours l'obligation de mettre en œuvre l'adaptation au poste de travail et le maintien dans l'emploi pour ses salariés, avec la possibilité, bien sûr, de développer aussi les compétences de ses salariés. Donc, là, c'est quelque chose dont vous avez très certainement entendu parler, puisque maintenant, on ne parle plus du tout, effectivement, de plan de formation, mais de plan de développement des compétences. Donc, je vous propose d'avancer relativement rapidement sur ce sujet et de passer, du coup, à la définition d'une action de formation. Là, on est sur quelque chose qui a été profondément transformé par la réforme, puisqu'avant, vous connaissiez l'action de formation et ses 13 catégories. On était sur quelque chose de difficilement lisible parfois. De ce fait, la formation est venue simplifier la définition. Et ça aura plusieurs conséquences, on va le voir. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement? Qu'est-ce qu'une action de formation après la réforme? Tu peux afficher le reste, Yasmine, il n'y a pas de souci. Sur une action de formation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un ou des objectifs professionnels que vous allez atteindre au travers d'un parcours pédagogique. Ce parcours pédagogique, vous pouvez le mettre en œuvre en présentiel, en distanciel, donc en tout ou partie à distance. Et vous pouvez aussi le réaliser en situation de travail. Donc ça, c'est vraiment une grande nouveauté. Ça ouvre vraiment le champ des possibles. Alors oui, pour autant, on a souvent cette question. Vous n'avez plus l'obligation de fournir le programme en tant que tel, mais pour autant, on vous demande quand même le parcours pédagogique.
que vous allez mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec quels sont les moyens que vous mettez en œuvre, notamment si vous choisissez le distanciel, comment est-ce que vous allez rendre cela possible pour l'apprenant, mais également le contenu. Voilà, tout ce qui va être mis en œuvre pour atteindre les objectifs que vous aurez du coup définis. Je vous le disais, on peut réaliser une action de formation en situation de travail. Et là, par contre, je vous propose qu'on s'attarde davantage sur l'action de formation en situation de travail, puisque on est beaucoup questionné au quotidien sur ce volet-là, et à juste titre, puisque c'est une nouvelle opportunité de former qui a non pas été créée par la réforme, par contre, elle a été encadrée par la réforme. Et ça fait toute la différence. On va voir pourquoi. Je propose qu'on passe à la slide suivante pour vous parler de la FEST. Je vous propose qu'on s'y arrête un petit moment. Déjà, en préambule, et avant de détailler ce schéma que vous voyez maintenant, je voudrais commencer par vous dire ce que c'est la FEST, sans avoir la prétention de la définir dans le détail et sans non plus vous enfermer dans quelque chose de très comment dire, dans le détail, mais déjà pour vous dire, merci, tout à fait Céline. Voilà, l'idée c'est de vous dire qu'est-ce que c'est la FEST, mais surtout qu'est-ce que ça n'est pas. La FEST, déjà, il faut retenir que c'est une action de formation. En tant qu'action de formation, eh bien, elle répond à un objectif ou à des objectifs professionnels via un parcours pédagogique et elle va être tracée, très important. Et il faudra justifier de sa réalisation par tout élément probant. On va voir comment ça va être possible. Mais surtout, une AFEST, ce que ça n'est pas, déjà, c'est de la formation sur le tas. Ça n'est pas de la formation sur le tas, puisque derrière une AFEST, il y a une réelle intention pédagogique, avec un objectif, un programme et surtout un encadrant. Donc, l'AFEST, ce que ça n'est pas non plus, c'est de l'auto-formation. On n'est pas dans de l'auto-formation, puisqu'un formateur doit être nommé pour accompagner l'apprenant dans ce processus. Donc ça, c'était un premier point que je voulais repréciser. Et surtout, cette modalité ne vient pas se substituer, ne substitue pas aux autres possibilités que vous avez. Elle vous offre une opportunité supplémentaire. Donc, on pourrait très bien imaginer des parcours en termes d'ingénierie qui couplent la FEST avec des modules d'e-learning qui seraient des modules d'ancrage. On pourrait tout à fait coupler ça à des sessions en présentiel. Donc, voilà, finalement, tout est lié. Donc, ça, c'est déjà en préambule ce que je voulais rappeler. Ensuite, en termes de déroulé, le schéma qui apparaît sur cette slide va me servir pour vous expliquer comment se découpe une AFEST. Et effectivement, on a 3 grandes phases, avant, pendant et après, qui vont permettre à l'action de formation en situation de travail de prendre tout son sens. Bien, en amont déjà, et puisque l'action de formation a lieu en situation de travail, le matériel, c'est le travail. Ça va être la situation qui va permettre de mettre en œuvre le développement des compétences. Donc, préalablement, il faut savoir l'analyser, cette situation de travail. Jusqu'à où on veut emmener le collaborateur, l'apprenant, quel est l'objectif de la situation. Mais pour pouvoir mesurer l'écart et pour pouvoir vraiment définir des objectifs précis, il faut aussi savoir d'où on vient. Donc, ça n'est pas précisé sur le schéma, mais c'est vraiment concomitant et très lié. Il faut savoir quel est le point de départ, quel est le profil de l'apprenant, quelles sont ses compétences. Donc, effectivement, ça sous-entend déjà que les compétences sont bien connues du profil, mais également qu'on a travaillé peut-être sur une cartographie des compétences en interne. Possiblement. Tous les outils à votre disposition seront les bienvenus pour ce faire. Donc, on analyse la situation de travail, on désigne un tuteur. Là, on est sur les 2 étapes primordiales, les 2 points importants à ne pas manquer en amont de la mise en situation de travail. Ensuite, centrons-nous sur le matériel, la situation de travail en elle-même. Il faut que cette situation, elle soit adéquate à former, adéquate pour pouvoir monter en compétences. Ça signifie plusieurs choses. Déjà, ça signifie qu'il y a eu la communication auprès des différents collaborateurs. Ça signifie
que le manager est bien informé. Donc, et ça, j'ai oublié de le préciser, mais quand on choisit l'encadrant, c'est important dans la mesure du possible que le formateur, l'encadrant ne soit pas le même, ne soit pas le manager. Et pour que la situation de travail soit réellement apprenante, qu'elle soit vraiment mise au bénéfice de cet apprentissage, il est important de se dire qu'on est en situation de travail, d'accord, mais on n'est pas en situation de production. Donc, il faut garder à l'esprit que le droit à l'erreur est indispensable et qu'une personne qui sera formée dans ce cadre ne pourra pas produire comme un salarié lambda, comme un salarié formé qui serait pleinement compétent sur les tâches qui l'attendent. Donc ça peut paraître évident, mais c'est important à rappeler. Et c'est de l'ordre de finalement de la communication aussi auprès des différents acteurs qui vont interagir dans ce cadre-là. Donc pendant la situation de travail, le formateur est là, mais il ne va pas intervenir dans le sens où il ne s'agit pas, on n'est pas dans du mimétisme, on n'est pas dans du je fais, je te montre et tu répètes. Il faut vraiment que l'apprenant se saisisse de la situation et mette en œuvre ce qu'il sait et les compétences qu'on attend de lui ou qui sont à développer. Vient ensuite la phase réflexive. Cette phase réflexive, elle vient nécessairement après, puisque c'est une phase pendant laquelle on va s'interroger sur ce qui a été mis en œuvre pendant la situation de travail. Donc, pour l'apprenant pourra évoquer toutes les questions qu'il a, les obstacles qu'il a rencontrés, les questions qu'il se pose, ou s'il estime qu'il a rempli les tâches et qu'il a mis en œuvre les compétences attendues, eh bien, qu'il l'explique et puis qu'il montre ce qu'il a produit. Donc, on rentre déjà dans la traçabilité. Mais ces phases réflexives, on voit bien le rôle du formateur qui est un encadrant, qui est un accompagnateur. Là encore, il accompagne la réflexion de l'apprenant sur cette phase-là. Donc, suite à cette phase réflexive, donc on voit bien qu'on a la mise en situation et la phase réflexive, qui sont bien deux phases complètement distinctes. On a ensuite l'évaluation des acquis. L'évaluation des acquis, elle est nécessaire. Comme toute action de formation, elle vient ponctuer, elle vient mettre un point à l'action, de dire est-ce que les compétences ont été acquises ou pas. Et dans le cas où elles ne sont pas acquises, que fait-on? Redirige-t-on vers peut-être de la formation présentielle sur certains points, peut-être de la formation distancielle, des modules de e-learning? Tout est possible. C'est pour ça que je vous parlais d'une ingénierie même plus globale dans laquelle la FEST peut s'inscrire. Donc finalement, la FEST, si on résume, c'est un parcours qui vise un objectif professionnel avec une alternance entre des phases de travail et des phases réflexives et qui sont accompagnées, tracées et évaluées. Alors souvent, on me pose la question suivante, on me dit oui, mais Madame Pachou, quel est l'intérêt pour moi en entreprise de mettre en œuvre une AFEST? Alors, l'intérêt, il peut être multiple et ça va dépendre fatalement du profil de votre entreprise et des besoins que vous avez. On ne pourra pas faire de généralité sur ce sujet, mais on peut imaginer plusieurs arguments. Le premier qui finalement me vient grâce à vous quand on est en rendez-vous et qu'on discute de vos besoins, qui est le suivant. Vous avez identifié des formations relativement informelles, mais qui se produisent de façon récurrente dans votre entreprise. Je pense notamment au parcours d'intégration. Je pense à certains déploiements de logiciels qui parfois se font de façon un peu informelle ou même parfois formelle, mais qui passent par de la formation directement d'un salarié vers un autre. Donc, tous ces process qui sont répétitifs, quand vous allez pouvoir les cadrer et concrétiser une AFEST, telle qu'on vient de l'expliquer, une fois que les choses sont cadrées, alors oui, cette phase-là, elle prend du temps, on ne va pas se le cacher. S'il y a des éléments en amont qu'il faut repréciser, comme par exemple travailler sur des cartographies de compétences, oui, ça peut prendre du temps. Mais une fois que le process est détaillé, vous gagnez en efficacité, parce que le déploiement n'est que plus efficient. C'est également un facilitateur, dans le cadre des parcours d'intégration notamment. C'est l'occasion de mobiliser tous les collaborateurs d'une équipe et c'est un facilitateur d'intégration qui est non négligeable. On a également un gain de temps, puisque je vous le disais, on est sur site.
on est directement dans l'opérationnalité, puisqu'on se concentre précisément sur la tâche qui sera confiée à l'apprenant. Et en plus, on est sur site, donc on limite les frais annexes. Et puis, dans un objectif plus de gestion des carrières, on a cette fameuse question qui peut toujours être un peu épineuse quand on a certains talents en entreprise qui atteignent un certain niveau de seniorité ou qui ont des prédispositions sur certains sujets. On les met formateurs. C'est une valorisation. Surtout que dans le cadre de la FEST, il y a des certifications qui existent. Donc, non seulement vous pouvez proposer à un accompagnateur de devenir accompagnateur à FEST, mais vous pouvez en plus lui proposer d'être certifié. Donc là, au niveau gestion des carrières et valorisation du talent, on est sur quelque chose de très intéressant. Et enfin, argument non négligeable, on y reviendra d'ailleurs un peu après, il y a le bilan à 6 ans. On est en 2020, les bilans vont commencer, on reviendra sur l'échéance, hein. On ne vous oublie pas par rapport à l'ordonnance, mais le bilan à 6 ans, c'est un état des lieux. Vous allez faire un état des lieux des actions de formation que vous aurez réalisées. Eh bien, potentiellement, si vous avez formalisé l'action de formation en situation de travail, qu'elle a été cadrée, qu'elle a été tracée, qu'elle a été évaluée, elle rentre dans votre bilan à 6 ans. Donc ça, c'est encore un avantage pour vous, entreprise, pour vous, responsable formation, dans le cadre de ces obligations employeurs. Donc, l'action de formation en situation de travail, pour vous donner un exemple, parce que ça, je sais qu'on demande souvent des exemples en réunion d'information collective. Alors, je ne pourrais pas vous en donner plein, et d'ailleurs, ça me permettra de faire un petit teasing, si vous me le permettez, pour 2 choses. Déjà, premièrement, on a un webinaire qui arrive prochainement sur la FEST, où 1 heure sera pleinement consacrée à cette action de formation. Deuxièmement, et deuxième teasing et non des moindres, nous organisons au sein de l'Opco Atlas des ateliers à FEST qui sont animés par des conseillers référents qui ont été formés sur le sujet et qui peuvent amener de l'eau à votre moulin sur le sujet. Vous pouvez échanger. Et là, ils travaillent autour de cas concrets qu'ils vous proposent, eux, pour nourrir la réflexion, mais qu'ils aussi vous proposent, ils vont vous proposer également de peut-être nourrir la réflexion avec vos propres cas en entreprise. Donc, moi, je vous encourage vivement. Alors, quand la période de confinement sera évidemment terminée, puisque ces ateliers, nous ne les proposons pas en webinaire, mais uniquement en présentiel, je vous encourage vivement à guetter l'onglet agenda sur notre site pour vous inscrire, si vous le souhaitez, à ces ateliers. Et oui, pour donner un exemple, parce que souvent, quand même, on nous dit, mais l'action de formation en situation de travail, Madame Pachou, c'est compliqué dans notre filière économique parce que on a peut-être moins que d'autres champs professionnels ou qui sont beaucoup plus dans le manuel. Alors, si je peux me permettre de donner mon avis sur le sujet, c'est que finalement, les compétences, ce qu'on appelle les soft skills, les compétences comportementales, pourraient tout à fait être envisagées dans le cadre d'une AFEST. Pour vous donner un exemple, vos conseillers formation Atlas, ils bénéficient d'une période d'intégration de plusieurs mois. Pendant cette période d'intégration, certains d'entre vous d'ailleurs nous ont peut-être vu venir à 2 conseillers. Et cette période d'intégration, on y intègre justement un processus de ce type, puisque la personne, le conseiller qui est formé, qui va prendre parole pendant le rendez-vous, va ensuite débriefer avec le conseiller accompagnateur et réfléchir sur la façon dont il a mené le rendez-vous, dont il a posé les questions, dont il a abordé vos besoins en formation. Donc, on est là dans un exemple concret. On pourrait très bien imaginer un processus d'AFEST sur ce schéma-là. Et on est pleinement sur de la posture conseil, qui relève des compétences comportementales. Donc, c'est un exemple, mais il ne faut pas que cet exemple vous enferme, parce que finalement, les exemples, il pourrait y en avoir plein d'autres. Donc, venez à nos ateliers, vous verrez, ce sera l'opportunité de travailler sur le sujet. Voilà, Caroline, du coup, j'en profite, oui. Pardon, j'ai quelques questions à ce sujet. Donc là encore, on va en prendre que quelques-unes, on y répondra à l'écrit par la suite. Une action de formation qu'une entreprise veut mettre en œuvre pour ses salariés doit obligatoirement être de la FEST. Alors non. Non, vous avez le choix. Il faut voir la FEST finalement comme une nouvelle modalité pédagogique. Il ne faut pas, et toujours
La nouveauté pour être victime de son succès, en fait, il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre tous ensemble, hein, du reste, puisque votre cours se saisit aussi du sujet finalement. On est aussi en train d'intégrer pleinement ce sujet-là à nos réflexions et aux services qu'on vous propose. Mais non, si vous voulez, la FEST, il n'y a pas d'obligation à mettre une action de formation en situation de travail. Il faut que ça s'y prête. Et d'ailleurs, je vous remercie pour cette question parce que vos conseillers formation, justement, ils sont là pour vous accompagner sur ce champ, dans le sens où on peut, avec vous, mener une réflexion sur peut-être un besoin auquel vous pensez pouvoir répondre par une action de formation en situation de travail. Et vous verrez que des fois, ce sera possible et des fois non. Eh bien, vous ferez appel à vos organismes formation externes comme d'habitude, ou vous ferez appel à de la formation distancielle, peut-être interne. Voilà, tout est possible. Et du coup, on a une question qui vient un petit peu finaliser, illustrer un peu tout ce que tu viens de dire, puisque nous avons, pardon, c'était au-dessus. Est-ce que finalement la FEST vient formaliser et afficher clairement les actions de formation effectuées au quotidien par les entreprises? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vous remercie pour cette question. C'est totalement l'idée, puisque vous, entreprise, vous mettez déjà en œuvre beaucoup de choses en interne. Et effectivement, vous allez vous rendre compte, quand vous vous saisirez du sujet, qu'il y a beaucoup de choses que vous faites déjà et que le cadrer pourra vous permettre d'en tirer tout le bénéfice. Et le bénéfice, je fais le lien avec les arguments que je vous ai donnés juste avant, notamment l'intégration sur l'intégration de ces actions réalisées en AFES aux actions que vous devez obligatoirement proposer à vos salariés dans le cadre du développement des compétences et que vous allez recenser à l'état des lieux. Donc oui, tout à fait. Ok. Bon, il y a d'autres questions, mais on verra à l'issue, là, si on a le temps de répondre à certaines questions à la fin en fonction de l'heure. Et sinon, on y répondra bien évidemment à l'écrit. Donc, je te laisse Oui, continuer. absolument. Absolument, absolument. Et donc, du coup, je vous propose qu'on avance et qu'on passe à l'organisation de temps de travail hors temps de travail, avec un rappel sur le fait qu'évidemment, les formations obligatoires se font exclusivement sur le temps de travail. Donc ça, pas de changement, mais un rappel nécessaire. Par contre, une nouveauté apportée par le texte. Préalablement, vous aviez la possibilité d'organiser les autres formations, donc hors formation obligatoire, hors temps de travail. C'est toujours une possibilité que vous avez, mais avant, vous étiez limité à 80 heures par an par salarié. Maintenant, on passe à 30 heures. 30 heures, ici, on le traduit sur un forfait annuel pour les personnes au forfait, 2% maximum. Il faut un accord formalisé du salarié et bien évidemment, et comme d'habitude, on a la possibilité d'avoir un accord entreprise qui vient modifier cette limite horaire et qui vient modifier la possibilité de mettre en œuvre ou pas un accord. On a également apporté par la réforme la suppression, la disparition de l'allocation formation hors temps de travail. Donc ça, c'est pour les changements. Je me permets de faire un petit point d'attention sur la crise sanitaire actuelle, puisque c'est une question qu'on nous a posée beaucoup par email, de mettre en œuvre des formations dans le cadre d'une activité partielle. Vous n'êtes pas lié à cette limite de 30 heures. Hein. D'accord. Donc, tout ce qui se fera dans ce cadre-là ne rentrera pas dans cette limite des 30 heures. Voilà. Ça, c'était un point d'attention que je voulais rajouter, puisque c'est une question qu'on nous a beaucoup posée. Alors, donc, on va avancer. Tu voulais ajouter quelque chose, peut-être, Céline? Non. Ou c'est bon? Non, c'est bon? Ok, pas de questions, ça va? On en a d'autres sur la FEST, mais voilà, on y reviendra après si on a encore. Oui, on va. Tout à fait. On n'aura pas le temps de répondre à tout, mais on vous répondra à l'écrit. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans tout ce qu'on vient de dire? On pourrait le résumer en 3 points, effectivement. Le plan de formation devient le plan de développement des compétences avec justement cette fameuse non-obligation mais incitation forte. La FEST, sur laquelle on a passé beaucoup de temps, qui est une nouvelle opportunité pour vous, entreprises, de former et de cadrer ce que vous faisiez déjà, effectivement. Et enfin, la formation hors temps de travail, toujours rendue possible par le texte, mais avec une nouvelle limite horaire de 30 heures par an par salarié. Et évidemment, la suppression de l'allocation hors temps de travail. A-t-on des questions avant de passer à ta partie, Céline, avant que je te passe le flambeau?
Alors, on en avait, comme je le disais, sur la FEST. Voilà. Après, on a une question sur l'obligation de mettre en place des formations durant le Covid-19. Voilà. Là aussi, on reviendra peut-être dessus après, à la fin, si on a encore un petit peu de temps. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous avez, n'oubliez pas la bibliothèque documentaire. Alors, je fais une petite parenthèse justement avant qu'on poursuive, hein, Céline. Il y a plusieurs choses, hein, qui sont à votre disposition et surtout, n'hésitez pas à les consulter. L'Opco Atlas a mis une page dédiée à la crise sanitaire en place où on a recensé tous les liens utiles sur la formation. Donc là, vous avez notamment des liens qui vous redirigent vers les questions-réponses, hein, qui émanent du ministère du Travail directement. Vous avez également voilà, des informations qui vous ont donné sur la position de l'OPCO par rapport à ça. Hein, on se veut être vraiment un facilitateur. Hein, le législateur a donné le mot d'ordre. C'est maintien de l'emploi et développement des compétences. Donc, autant que faire se peut, votre OPCO est à votre disposition et à votre écoute sur ce champ-là. Donc, la page de l'OPCO Atlas et les différentes pages gouvernementales qui sont mises à jour très régulièrement. L'ordonnance dont on vous parle au fil de l'eau, là, pendant la présentation, c'est une ordonnance qui a été présentée au Conseil des ministres hier et mise au journal officiel ce matin. Donc, vous voyez qu'on essaye de se tenir à jour. Du coup, Céline, je te laisse te poursuivre sur ce Merci champ. Caroline. Donc moi, je vais vous parler d'un dispositif donc, que vous connaissez tous à l'initiative du salarié, donc par rapport au CPF, hein, le compte personnel de formation. Alors là aussi, je vais passer assez rapidement, hein, je ne vous refais pas tout l'historique du passage du DIF au CPF. Donc la nouveauté avec cette réforme, c'est que maintenant le compte, comme vous avez pu le voir, c'est monétisé. On ne parle plus d'un compte en heures, mais on parle d'un compte en euros. Donc l'idée, c'est que maintenant l'alimentation se fait à hauteur de 500 € par an. Et non plus en termes d'heures. Et ce crédit de 500 € par an a été porté à 800 € par an. Alors, toujours pour les personnes peu qualifiées, donc qui ont un niveau d'études inférieur au CAP ou au BEP, donc ce qui était déjà le cas avant, et également pour les personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc eux également ont cette alimentation du compte à hauteur de 800 € par an. Là, les campagnes sont en train d'être lancées. Hein, donc, en général, les comptes s'alimentent entre mars et juin pour être assez large. Donc, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui se charge de cette alimentation. Autre information importante, je reviens juste un tout petit peu en arrière par rapport au DIF, puisque pareil, il y a une ordonnance coquille qui est revenue un petit peu sur ces heures de DIF à mobiliser, puisqu'elles seront toujours utilisables à condition que les collaborateurs renseignent leur crédit d'heures de DIF avant la fin d'année. Donc avant le 31 décembre 2020, il faut impérativement que les collaborateurs qui auraient des heures de DIF au 31 décembre 2014, les renseignent sur leur compteur pour qu'elles soient utilisables comme le crédit d'heure CPF tout au long de la vie professionnelle. Donc ça, c'est important de le rappeler et de pouvoir le recommuniquer à l'ensemble de vos collaborateurs. Autre information aussi, autre nouveauté, c'est que maintenant, les personnes qui sont entre le mi-temps et le temps plein continuent d'avoir un crédit d'heure à 500 €. La proratisation ne se fait maintenant qu'en dessous du mi-temps. D'accord. Donc, entre le mi-temps et le temps plein, on est toujours à 500 € par an ou 800 € par an en fonction de la situation du collaborateur. Donc, ça, c'était les nouveautés. Sur la slide d'après, là aussi, alors, comme le disait Caroline, on a des points de repère hein, par rapport à ce qui existait déjà. Donc, par exemple, pour les formations éligibles au CPF, on retrouve toutes les certifications qui sont éligibles au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. Donc ça, on est plutôt sur des certifications à visée métier. Donc ça n'a pas changé. On a aussi toutes les certifications qui sont inscrites maintenant au répertoire spécifique. Donc le répertoire spécifique, hein, c'est l'ancien nom de l'inventaire, mais on retrouve les mêmes choses à l'intérieur. On est plutôt sur des compétences liées à des certifications liées à des compétences cette fois-ci. Petite parenthèse par exemple sur le répertoire spécifique, tu en parlais tout à l'heure par rapport aux ordonnances qui sont tombées. Je le rappelle juste à titre indicatif, je vous donne le numéro de l'ordonnance si vous voulez aller vous y référer. C'est l'ordonnance numéro 2020-387
sur la formation professionnelle et l'alternance. Et il y a eu une indication comme quoi, du coup, la date butoir des renouvellements pour les certifications enregistrées au répertoire spécifique allait pouvoir être décalée. Donc là aussi, je vous réfère à l'ordonnance si vous voulez avoir les informations sur ce sujet-là. Autres dispositifs qui sont accessibles avec ce CPF, donc on retrouve le bilan de compétences. Tout à l'heure, il y avait une question du coup par rapport à l'interrogation sur la disparition du congé bilan de compétences. Attention, ce n'est pas le bilan de compétences qui est supprimé, c'est bien le congé bilan de compétences qui était jusque-là, qui pouvait être financé à travers le FONGECIF notamment. Donc le bilan de compétences existe toujours et on peut toujours le financer à travers le CPF ou sur les fonds d'entreprise, c'est toujours possible. L'accompagnement à la VAE, donc ça aussi c'est toujours un dispositif qui est finançable par le CPF. La formation à la création ou à la reprise d'entreprise, le permis de conduire, le permis B ou le permis C, le permis poids lourd, et toutes les formations CLEA, donc liées au socle de compétences. Donc maintenant on est sur une liste unique, on a laissé de côté les 3 listes qui existaient, qui étaient un petit peu, qui nous donnaient un peu de fil à retordre et on s'y retrouvait pas forcément. Maintenant tous les salariés en France ont accès aux mêmes formations sur le CPF, peu importe leur secteur d'activité ou peu importe leur région, enfin leur lieu d'habitation. Par rapport au CPF, autre information, donc là l'idée en cette période aussi de confinement, c'est vraiment de pouvoir utiliser ce dispositif et notamment sur les formations à distance. Il y a une nouveauté maintenant puisque c'est maintenant la Caisse des dépôts et consignations qui gère ce dispositif de A à Z, puisque jusqu'à l'année dernière c'était les OPCO qui prenaient en charge le CPF. Maintenant la Caisse des dépôts et consignations gère autant l'alimentation des compteurs que la prise en charge financière des formations au titre du CPF. Donc, toutes les demandes de prise en charge sont à faire directement sur le site moncompte formation.gouv.fr. D'ailleurs, Yasmine, si tu peux avancer un petit peu, il y a les informations sur la slide. C'est parfait, merci. Où il y a une nouvelle application qui est sortie aussi depuis la fin d'année dernière, sur laquelle les collaborateurs peuvent aussi renseigner leur projet de formation et faire une demande de prise en charge. L'idée de cette application, donc on a une possibilité donc maintenant de saisir ces demandes sur cette application et on aura une nouveauté à partir de la fin du mois de juin. Alors là, pareil, c'était les dates qui étaient annoncées jusqu'à maintenant. Peut-être que en cette période un peu particulière, ça va être décalé. En tout cas, on n'a pas eu d'informations en ce sens, mais ce sera à vérifier dans les prochaines semaines. À partir de la fin du mois de juin, il y aura une clé d'entrée aussi pour les employeurs pour pouvoir abonder les comptes des collaborateurs. Puisque jusqu'à maintenant, si un collaborateur n'a pas suffisamment de crédit sur son compteur CPF, la seule façon pour lui de cofinancer et de financer entièrement la formation, c'est sur son épargne personnelle. À partir de la fin du mois de juin, il y aura une porte d'entrée pour les entreprises et pour les employeurs qui souhaitent cofinancer les projets des collaborateurs. Donc, ça passera par le portail Net Entreprise pour pouvoir abonder certains dossiers de certains employeurs, évidemment sur les employeurs qui sont d'accord pour le faire. Donc, ça, c'était la... Oui, excuse-moi Céline, je me permets de quelques questions parce qu'on en a beaucoup sur le CPF. On n'aura pas le temps de répondre à tout, mais je pense que ça vaut le coup certaines d'y accorder de l'attention. On a monsieur, notamment Rémi Hédard, qui nous alerte sur le fait qu'on ne voit pas apparaître les soft skills par rapport au répertoire spécifique. Mais pour autant, attention, c'est pas une liste exhaustive sur notre support. Il n'y a pas de souci, évidemment, les soft skills peuvent tout à fait être envisagés dans le cadre du CPF. Vous faites le travail d'enregistrement et c'est très bien. Au contraire, c'est un sujet important. Tout à fait. Après, on a, à partir de quelle date les droits 2019 seront-ils disponibles sur le compte? Voilà, la campagne, normalement, c'est entre mars et juin. Alors là, voilà, avec la situation actuelle, ça a peut-être pris un petit peu de retard, mais normalement, on devrait voir les crédits en euros commencer. Alors voilà, normalement, dès le mois de mars. Alors moi, personnellement, je ne les ai pas vus sur mon compte. Je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé à les avoir, mais je pense que voilà, avec la situation actuelle, ça a pu être un petit peu décalé. On verra peut-être. Et en général, c'est printemps, ça ne devrait pas tarder. Oui, tout à fait.
Juste, en attendant peut-être une autre question, je reviens sur la possibilité qu'auront les entreprises d'abonder les compteurs à partir du mois de juin. Ouais. Là, vous avez toujours la possibilité, s'il y a des projets de formation qui ne peuvent pas attendre et qui doivent être cofinancés entre l'entreprise et le collaborateur, vous avez toujours la possibilité de faire des conventionnements avec les organismes de formation pour éventuellement que l'entreprise paye le reste à charge et que le collaborateur, du coup, ne finance qu'avec son crédit d'heure actuel. Donc ça, c'est envisageable avec certains organismes de formation. Donc là, je vous invite à prendre contact avec eux pour voir si ce conventionnement est possible sur le reste à charge. L'abondement et en tout cas le cofinancement possible peut-être pour les OPCO. C'est une question qui a été posée à la Caisse des dépôts, donc ça on le verra peut-être plutôt sur le deuxième semestre avec une possibilité aussi de clé d'entrée pour les OPCO. Alors là, on verra dans quelles conditions, si voilà, il y a des abondements possibles ou non, pour quel type de public, pour quel type de formation. Mais une clé d'entrée qui sera plutôt, vaut mieux compter dessus sur le deuxième semestre. Ouais, Est-ce que tout tu as à fait. d'autres questions éventuellement sur le Alors, CPF? j'ai une remarque sur les heures de diff, effectivement, hein, qui doivent être enregistrées avant le 31, hein, Céline. Tout à fait, avant le 31 décembre. Alors là, c'est l'ordonnance Coquille qui est venue, qui est revenue sur ce sujet-là. Avant cette ordonnance, il était dit que les heures de diff étaient perdues là à la fin d'année, au 31 décembre. Là, maintenant, elles ne sont plus perdues, hein. On peut les utiliser comme le crédit d'heure CPF, hein, qui maintenant est en euros, à condition de bien les enregistrer sur le compteur. Attention, au moment où votre collaborateur, si ce n'est déjà fait, hein, si c'est déjà fait, pas de problème, si le collaborateur enregistre maintenant ses heures de diff, il faut impérativement qu'il renseigne également qu'il joint son justificatif, qui peut être soit une fiche de paye, soit une attestation sur papier en tête de l'entreprise de 2014 pour pouvoir valider ces heures de diff. Alors, on a une info, écoutez, en direct live de cet échange est formidable. On vous remercie beaucoup. Une personne qui s'est connectée sur son compte et qui dit apparemment que c'est stipulé sur le compte formation, il y a écrit que ce sera imputé au 30 avril 2020. Donc, merci Élodie Boyer pour cette information que nous n'avions pas, du coup, et du coup, dont on fait profiter tout le monde. Voilà. Après, on a plein de questions. Je suis navrée, on pourra vraiment pas répondre à tous, mais du coup, on va vous répondre à l'écrit ensuite. Tu peux poursuivre. Ok. Yasmine, du coup, je te laisse continuer. Alors, là, on va passer sur un autre dispositif, toujours à l'initiative du salarié, donc le projet de transition professionnelle. Donc, le projet de transition professionnelle, hein, on se calque vraiment sur le dispositif du CIF, le congé individuel de formation. Hein. Donc, ce congé individuel de formation n'existe plus au profit du projet de transition professionnelle. On a pu aussi l'entendre sous le nom de CPF de transition. Donc, on est vraiment toujours dans une logique de reconversion professionnelle pour les collaborateurs, avec l'objectif d'acquérir une formation certifiante. La différence aussi, elle se situe sur le financement et les certifications éligibles, puisque les certifications éligibles à ce dispositif sont les mêmes que celles éligibles au titre du CPF. Donc, on se calque vraiment sur ces mêmes certifications. Et la différence se fait aussi que si le projet est validé par la commission de transition professionnelle, obligatoirement, le crédit qui sera affiché sur le compteur CPF du collaborateur sera capté. Ce sera la première source de financement et ensuite la commission de projet de transition professionnelle du coup verra abonder sur le reste du financement. Donc ça c'est une des différences. Et maintenant, vous avez pu le constater aussi, vous avez dû avoir l'information, les fonds GESIF n'existent plus hein, depuis l'année dernière. Donc maintenant, c'est les associations de transition pro, comme on les appelle. Hein, il y en a une par région et c'est elles maintenant qui sont en charge de financer ce dispositif. Et les conditions d'accès sont les mêmes que ce qu'on avait sur le CIF auparavant. Ensuite, sur le dernier dispositif, Yasmine, si on passe à la slide d'après, donc sur ce qu'il fallait retenir. Comme vous avez pu le constater, hein, maintenant le CPF s'est monétarisé, donc toujours dans une logique de simplification. Hein, on est vraiment toujours dans cette démarche-là du législateur. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus parlant maintenant pour les collaborateurs d'avoir un montant en euros sur leur compteur que ce que ne l'étaient les heures affichées sur le compteur. Une seule liste de formations éligibles au CPF. Donc là aussi, je vous le disais, on n'est plus sur le système des 3 listes qu'on pouvait avoir auparavant. Maintenant, il n'y a qu'une liste. Tous les salariés en France ont accès aux mêmes formations.
Les dossiers sont gérés maintenant par la Caisse des dépôts et consignations, donc aussi bien sur l'alimentation des heures, comme c'était déjà le cas, que la prise en charge financière des dossiers. Et le projet de transition professionnelle, donc qui remplace le congé individuel de formation. Donc, je te laisse m'arrêter, Caroline, si jamais il y a des Oui, questions. juste un petit point sur Oui, de rappel par rapport à ce que tu viens de dire, et je te remercie sur les dispositifs liés aux salariés. Je me permets un petit teasing, je pense que ce sera un peu le fil rouge sur cette présentation. Céline Estacaille, que vous voyez là, vous proposera un webinaire bientôt accompagné d'une autre collègue sur les dispositifs liés à l'individu. Donc c'est un webinaire qui se tiendra le 22 avril et où seront abordés notamment le CPF, le CIF, la VAE, le bilan de compétences. Et donc là, elles reviendront plus en profondeur sur ces dispositifs liés aux individus. N'hésitez pas à vous inscrire également si le sujet vous intéresse. Et oui, une Madame Dubrul qui nous dit, sera-t-il possible d'avoir les réponses pour l'ensemble des questions? Absolument. Et donc simplement là, on ne peut pas y répondre à toutes les questions à l'oral, parce que là, pour ne rien vous cacher, vous êtes plus de 200 participants et on vous en remercie. Mais du coup, ça fait beaucoup de questions. Donc, même si elles sont toutes très intéressantes, on sera obligé d'y revenir par la suite. Donc, pas d'inquiétude, vous aurez effectivement, on prendra le temps de vous répondre et vous le recevrez avec le lien vers le replay, avec le support, et vous recevrez également les réponses à vos questions. merci Caroline. Je passe maintenant à un autre volet, et pas des moindres, sur l'apprentissage, donc grosse transformation avec cette réforme. L'idée du législateur, là aussi, ça a été vraiment une notion d'assouplissement et de simplification du dispositif à travers un certain nombre de transformations. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer trop dans le détail puisque vous avez aussi un webinaire sur la partie alternance, donc apprentissage et aussi contrat de professionnalisation que je vous laisserai regarder si c'est des sujets qui sont intéressants pour vous et sur lesquels vous voulez un petit peu détailler les informations. Donc, sur une première transformation sur la préparation d'un titre ou d'un diplôme inscrit au RNCP, donc ça, là aussi, point de repère, on est toujours sur des formations, enfin un dispositif pardon, de recrutement qui ne peut se faire que sur la validation d'un titre ou d'un diplôme qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Sur la durée du contrat, donc de 6 mois à 3 ans, donc là aussi nouveauté par rapport à ce qu'on avait auparavant. Auparavant, le contrat ne pouvait pas être inférieur à 1 an. Donc maintenant, on a la possibilité de faire un contrat d'apprentissage sur 6 mois. La date maximum de 3 ans, elle n'a pas bougé. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi adapter les parcours et faire des réductions de parcours en fonction des profils. Là-dessus aussi, sur la durée du contrat, donc toujours en lien avec l'actualité, avec les ordonnances là, du 1er avril et avec une parution au journal officiel aujourd'hui, la possibilité d'étendre ce contrat, donc notamment pour les formations qui devaient là se finir sur cette période-là, avril, mai, juin. Donc pour beaucoup d'organismes de formation ou de CFA, il n'y a pas forcément possibilité de faire la formation à distance, donc les dates de fin de formation étaient décalées. Donc il y a une possibilité, l'ordonnance est venue préciser qu'il y a possibilité de décaler la date de fin si vous avez aujourd'hui un contrat d'apprentissage dans l'entreprise qui devait se terminer là dans les semaines à venir. Donc ça, pas de souci, avec évidemment un avenant au contrat de travail. Le dépôt du dossier auprès de l'OPCO, donc là aussi, vraiment, on est dans une logique encore de simplification. Maintenant, en tant qu'OPCO, nous sommes le portail unique de l'alternance. Donc, on gérait jusqu'à maintenant les contrats de professionnalisation. On gère également maintenant, depuis le 1er janvier, les contrats d'apprentissage. Donc, une demande est faite auprès de l'OPCO. Tout comme les contrats d'apprentissage, vous avez une demande de prise en charge à saisir sur les services en ligne de l'OPCO, donc sur MyAtlas. Donc, ça aussi, simplification pour vous. Au niveau des financements, donc sur les coûts contrats, là aussi c'est une nouveauté puisque avant cette réforme, on était sur une logique de financement, ce qu'on appelait au coût préfecture, qui était déterminé par les préfectures. Maintenant, le financement au coût contrat, il a été déterminé donc pour chaque diplôme. Les branches ont décidé de se positionner sur un coût contrat. Ces coûts contrats ont été également validés par France Compétences. Et maintenant, vous pouvez retrouver donc notamment sur notre site internet avec le code diplôme et en choisissant votre branche professionnelle, vous pouvez retrouver les coûts de chaque code diplôme. Donc, les coûts affichés sont des coûts annuels qu'il faudra multiplier par 2 ou par 3 en fonction du nombre d'années que dure le contrat.
Tous les organismes de formation peuvent proposer de l'apprentissage. Donc là aussi, il y a vraiment une libéralisation du marché. Donc maintenant, tous les organismes de formation peuvent proposer de l'apprentissage, même si au niveau comptabilité, on doit avoir bien deux comptabilités différentes entre éventuellement la professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Et ça vous donne la possibilité, vous aussi, en tant qu'entreprise, de créer aussi des CFA en interne. Donc ça ouvre le champ des possibles aussi pour vous. Le financement par les OPCO d'une partie des frais, donc là, ça concerne plutôt les CFA ou les organismes de formation. L'idée, c'est que quand certains frais, que ce soit des frais d'hébergement ou des frais de repas, sont portés par le CFA, ils peuvent aussi être remboursés au moins sur une partie par l'OPCO. L'âge limite, inférieur à 30 ans, donc ça aussi c'est une nouveauté par rapport à la réforme, puisque avant on était jusqu'à une possibilité de signer un contrat d'apprentissage jusqu'à 26 ans révolus. Maintenant on passe jusqu'à 29 ans révolus, pardon. Donc inférieur à 30 ans, on a cette possibilité de signer un contrat d'apprentissage. Autre différence aussi pour les personnes qui ont une reconnaissance de travailleur handicapé, il n'y a pas de limite d'âge. D'accord, donc on peut tout à fait signer et conclure un contrat d'apprentissage à 40 ans pour une personne qui a une reconnaissance de travailleur handicapé. Est-ce que ça apporte, excuse-moi Céline, est-ce que ça apporte des avantages aussi en termes de financement? Comment ça se passe du coup? Tout à fait, puisque pour ce type de public, on a une majoration de 50% sur les coûts contrats qui sont affichés. Tout à fait. D'accord. Le démarrage de la formation sans entreprise dans les 3 mois. Donc jusqu'à avant la réforme, il y avait possibilité de commencer la formation et l'apprenti avait 2 mois pour trouver une entreprise. Donc là, avec la réforme, on a décalé d'1 mois. Donc maintenant, un apprenti a 3 mois pour trouver une entreprise par rapport au début de sa formation. Pardon. Pareil, là, je reviens sur les ordonnances avec la parution au journal officiel qui a eu lieu aujourd'hui. Il y a une possibilité, donc, dans ce contexte un petit peu particulier, pour les apprentis qui auraient commencé leur formation, le délai des 3 mois est passé à 6 mois. D'accord. Donc là, on a la possibilité de faire la formation pendant 6 mois avant de trouver une entreprise au vu du contexte actuel où ce n'est pas forcément le plus favorable pour les recrutements. Et les assouplissements de règles de rupture, donc là aussi, jusqu'avant la réforme, bon, et là c'est toujours le cas, on a toujours possibilité de rompre un contrat avec accord des deux parties, donc ça ne change pas. Par contre, il y a une possibilité de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pour 3 raisons différentes. La première, on est sur une inaptitude médicale, pour une faute grave ou pour renvoi du CFA. Donc jusqu'alors, hein, après les 45 jours de période d'essai, c'était très compliqué de rompre un contrat d'apprentissage, il fallait passer devant les prud'hommes, etc. Donc c'était très compliqué. Donc là, il y a vraiment eu un assouplissement sur ces règles, sachant que le contrat peut également être rompu à l'initiative de l'apprenti avec un passage devant un médiateur consulaire. Donc ça, c'est aussi possible. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions supplémentaires sur l'apprentissage, n'hésitez pas soit à re-regarder le webinaire, soit à contacter vos conseillers ou nos développeurs de l'alternance aussi, hein, qui sont là pour vous accompagner sur toutes les questions liées à l'apprentissage et à l'alternance en général. Et d'ailleurs, je me permets d'ajouter, quand le confinement sera levé et que nous pourrons recommencer à vous voir, sachez qu'il y a également, au-delà des réunions d'information collective, des webinaires qu'on peut organiser, nous organisons également des ateliers administratifs dans lesquels vous avez l'opportunité de réserver un créneau auprès d'un développeur de l'alternance lorsque vous avez peut-être besoin d'assistance sur la mise en œuvre d'un contrat. Si vous vous posez des questions sur la rémunération qui parfois amène quelques difficultés, voilà, n'hésitez pas, ce sont des choses qu'on propose et quand ce n'est pas forcément proposé par le co, les développeurs, comme Céline vient de le dire, sont à votre disposition sur ce champ. Et alors, merci à Madame Lotio Émilie qui vient de nous dire oui, atelier testé par 2 collègues et c'était top. Donc, écoutez, ravi que ça vous ait plu. Et pour le coup, n'hésitez pas parce qu'il ne faut pas que vous soyez freinés par ça. Nous, on a des services à votre disposition pour vous accompagner sur ce champ. Ce serait dommage de vous en passer. Voilà pour le champ de l'apprentissage. Et donc sur alors autre dispositif dans la partie alternance, hein, on va parler un petit peu de la Pro A, de la promotion par l'alternance. Donc ça, c'est un nouveau dispositif alors
qui remplace, je mets vraiment des grosses guillemets à remplace parce que c'est un dispositif qui est beaucoup plus restrictif, mais on se cale un petit peu sur la même idée que la période de professionnalisation. Donc la période de professionnalisation, pour ceux qui l'ont connue, n'existe plus maintenant au profit de cette promotion par l'alternance. L'objectif, on a deux objectifs à ce dispositif. On a soit une reconversion professionnelle, soit une évolution de poste, toujours à l'intérieur de l'entreprise. Et ces formations, en tout cas ces volontés de reconversion, de promotion, passent donc forcément par la nécessité d'une formation qui est proposée forcément à des personnes en CDI dans votre entreprise. Et là aussi, dans le fait que c'est encore plus cadré, c'est que les personnes qui sont éligibles à ce dispositif, elles ont forcément un niveau inférieur ou égal au bac+2, donc strictement inférieur à la licence. Donc là aussi, ça restreint beaucoup le champ des possibles, notamment dans nos branches où on est plutôt sur des niveaux d'études qui sont un peu plus élevés. Mais en tout cas, c'est un dispositif là qui a vu le jour avec la réforme et qui nécessite aussi un avenant au contrat de travail. Donc là aussi, ça veut dire que ça engage beaucoup plus l'entreprise, puisque derrière, avec signature de l'avenant, ça veut forcément dire qu'il y a une évolution de poste ou en tout cas un changement de poste derrière. Donc là, la difficulté qu'on a aujourd'hui sur ce dispositif, c'est qu'on est dans l'attente d'accords de branche étendus qui doivent être signés pour toutes les branches pour que ces accords puissent préciser les formations qui sont éligibles à ce dispositif. Donc pour l'instant, on est toujours en attente sur l'ensemble de nos branches sur ces accords de branche étendus liés à la Pro A. Mais voilà, là aussi, on fait un petit peu de teasing. Ça ne saurait tarder. On imagine que d'ici la fin d'année, on ait l'ensemble de ces accords étendus pour pouvoir mobiliser ce dispositif-là. Donc ça, c'était tous les dispositifs liés à l'alternance. Donc ce qu'il fallait retenir, on est sur déjà une modification importante du contrat d'apprentissage. Donc on l'a vu avec un certain nombre de transformations, mais une volonté quand même du législateur de simplifier et d'assouplir les règles liées à l'apprentissage. L'OPCO, on est maintenant, donc comme je vous le disais, le guichet unique de l'alternance. Apprentissage et professionnalisation, c'est l'OPCO qui est votre unique interlocuteur. Et la création donc, de la promotion par l'alternance, même si on est toujours dans l'attente de l'accord étendu pour pouvoir connaître les formations éligibles à ce dispositif. Absolument. Et alors, du coup, je me permets quelques petites questions sur la proa. Concernant la proa, est-ce que le salarié est-ce qu'il peut avoir 44 ans? Est-ce que l'âge, ça rentre en ligne de compte pour la proa? Non, il n'y a pas du tout de notion d'âge sur la proa. Ce n'est pas spécifié dans la loi, donc aucune limite d'âge. Absolument. Et alors, du coup, on a une question également. Est-ce que la proa est exclusivement réservée aux entreprises de moins de 50? Pas du tout. Là aussi, il n'y a aucun seuil d'effectif. Toutes les entreprises peuvent mobiliser ce dispositif. Alors, hop, qui est... Voilà. Jusqu'à 24 ans. Alors, hop, je regardais juste au niveau de l'heure, il nous reste 20 bonnes minutes. Ouais, on va peut-être avancer. Pareil, on avance un petit peu, on reviendra sur les questions si on a le temps après. Vos questions sont très intéressantes, mais là, du coup, c'est vrai qu'on est pris par une réponse à l'écrit, mais vous aurez une réponse. Juste une petite quand même dernière, excuse-moi Céline, je suis navrée. À quel moment faire la demande de la proa? Donc là, il n'y a pas de... Ah bah non, il n'y a pas de... C'est comme toutes les autres formations, les autres dispositifs, c'est avant le début de la mise en place de cette Pro A. Mais il n'y a pas de limite de temps. L'idée, c'est de pouvoir avoir un accord. Enfin, même si pour l'instant, comme je vous dis, on ne peut pas le mettre en place parce qu'on attend les accords de branche étendus. Mais une fois que ce sera le cas, dans la logique, toujours avant le démarrage de la formation pour être sûr et avoir un accord au préalable. Alors, si on passe à la troisième partie sur les nouveautés en matière de collecte de la formation. Donc là aussi, je vais essayer de pas trop rentrer dans le détail. Alors, pour pas vous noyer, parce que voilà, il y a beaucoup de chiffres, c'est assez technique, donc je vais essayer de pas vous perdre. Et puis aussi, comme la période de collecte maintenant, normalement, est un peu derrière vous, parce que normalement, la période de collecte est passée. Juste pour les grands points liés à cette collecte, là aussi, point de repère, votre taux de contribution ne change pas. On est sur les mêmes pourcentages, donc c'est-à-dire que pour les entreprises de moins de 11 salariés, on est toujours sur 0,55% de votre masse salariale, donc basée sur la masse salariale de l'année N-1. Juste précision, un revenu d'activité masse salariale, on est sur la même logique. Et pour les entreprises de plus de 11 salariés, on est toujours sur 1% de la masse salariale. Donc ça n'a pas changé. Donc ça, c'était les pourcentages liés à la contribution sur la formation professionnelle.
Sur la partie apprentissage, on est toujours là aussi sur la même logique. On est sur 0,68% de votre masse salariale liée à l'apprentissage. Et je reparlerai des 13% juste après. La nouveauté, par contre, c'est qu'on est maintenant, on n'a plus deux bordereaux différents, hein, vous avez pu vous en rendre compte. On est maintenant sur un bordereau unique et ce bordereau, il est adossé à ce qu'on appelle la CUFPA, la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que quand vous remplissez le bordereau, tout est compris dans le même bordereau concernant la formation professionnelle et l'apprentissage. Pour les entreprises de plus de 11 salariés, alors on va peut-être passer à la slide d'après, Yasmine, s'il te plaît. Merci. Je reviendrai après sur la collecte. Sur la partie collecte des contributions, là aussi, on vous a mis la slide, on vous laissera regarder en détail sur notamment le système d'acompte. Là, juste ce que je voulais repréciser aujourd'hui, c'est que pour les entreprises de moins de 11 salariés, on est sur la même logique, hein, c'est-à-dire que vous avez le paiement de votre contribution à faire au 28 février, basé sur la masse salariale de l'année N-1. Donc ça ne change pas. Par contre, pour les entreprises de plus de 11 salariés, vous avez déjà pu vous en apercevoir, puisque le système d'acompte a commencé dès septembre de l'année dernière. Vous allez maintenant à chaque fois payer par système d'acompte en 2 fois. La volonté du législateur, c'est vraiment à chaque fois que vos contributions à terme soient adossées sur votre masse salariale de l'année en cours et plus de l'année N-1. Donc là, nous, on assure toujours ce rôle de collecteur pour l'URSSAF, puisque l'URSSAF va récupérer cette mission-là à partir de 2022. Donc là aussi, ça a décalé, hein. Vous avez pu entendre peut-être 2021, mais l'URSSAF nous a précisé que voilà, pour assurer cette mission, ils auraient besoin encore d'un an supplémentaire. Donc à partir de 2022, c'est l'URSSAF qui va récupérer cette mission-là avec, voilà, ce sera beaucoup plus simple pour vous puisque ce sera une ligne en plus sur votre DSN, probablement mensuellement ou trimestriellement, et il y aura une ligne en plus liée à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Donc ce sera beaucoup plus lisible pour vous, mais c'est vrai que dans cette période de transition, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, notamment avec le système d'acompte. Mais en tout cas, l'URSSAF voilà, va récupérer cette mission à partir donc de 2022. Je reviens par contre sur les 13% de la taxe d'apprentissage. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je reviens sur votre taxe d'apprentissage. Votre taxe d'apprentissage, elle correspond à 0,68% de votre masse salariale. Dans ces 0,68%, il y a 13% que vous devez verser directement aux écoles. Pour ceux qui sont un petit peu familiers avec ce dispositif-là, vous aviez jusqu'à l'année dernière ce qu'on appelait le hors quota. Le hors quota, c'était ce que vous pouviez flécher aux écoles, donc les écoles qui sont habilitées à percevoir cette part de hors quota ou ces 13% maintenant hein, qui sont listés. Hein, ce sont des organismes qui font de la formation initiale. Hein, on n'est pas sur de l'apprentissage, on est vraiment sur de la formation initiale. Hein, donc initiale pour ces formations-là. Et l'idée, c'est que maintenant, nous ne sommes plus l'intermédiaire pour ces fléchages-là. Jusqu'à l'année dernière, vous aviez la possibilité, en fait, sur votre bordereau de collecte, de flécher ce hors quota. Et c'est nous, en tant qu'OPCO ou les chambres consulaires, qui se chargeaient de reverser les fonds aux écoles que vous aviez fléchées. Maintenant, c'est un dispositif différent. Ces 13%, vous devez les verser directement aux écoles sans passer par un intermédiaire. Alors, là aussi, petite nouveauté, puisque normalement, vous aviez jusqu'au 31 mai pour pouvoir vous acquitter de ces 13%. Là, ça concerne toutes les entreprises, hein, je le précise. Hein. Toutes les entreprises doivent s'acquitter des 13% auprès des organismes habilités à percevoir ces 13%. Et là, voilà, dans l'ordonnance, il a été précisé qu'il y a un décret qui allait paraître pour repousser cette date butoir pour verser ces 13%. Donc là aussi, on n'a pas l'information aujourd'hui, mais elle devrait tomber bientôt. En tout cas, avec ce décalage de date de 31 mai à plus tard, voilà, peut-être on peut estimer après les vacances pour percevoir ces 13%, en tout cas de la part des écoles. Donc là aussi, ce sera de l'information qu'on reviendra vers vous régulièrement hein, sur cette actualité et qu'on a déjà pas mal sur notre site internet. Volontairement, je m'arrête là sur la collecte parce que là aussi, on pourrait en parler beaucoup, 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 mais l'idée, c'est pas vous noyer d'informations, notamment sur ceux qui gèrent pas forcément cette partie-là. Mais là aussi, hein, vos conseillers formation sont à votre écoute si vous avez des questions et notre service collecte aussi se mobilise pour répondre à vos questions. Sur ce qu'il fallait retenir, donc comme je vous le disais, contribution unique, donc la CUFPA, la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage, toujours avec deux composantes,
la formation professionnelle et l'apprentissage. La volonté, c'est vraiment de collecter sur l'année en cours, donc sauf pour les moins de 11 où dans un souci de facilité, on est resté sur la masse salariale N-1, mais la volonté, en tout cas à terme pour toutes les entreprises, c'est vraiment d'être sur la masse salariale en cours. L'exonération de la taxe d'apprentissage au titre de l'année 2019, donc tout ce qui est pour les entreprises de moins de 11 salariés, là, elles n'ont pas à verser les 0,68%, parce que c'est basé sur la masse salariale de l'année N-1. Par contre, elles doivent s'acquitter des 13%. Ça, toutes les entreprises sont concernées, puisque ça concerne la masse salariale de l'année 2020. Et la collecte par l'URSSAF, comme je vous l'ai dit, en 2022. Alors, pareil, je ne sais pas s'il y a des questions liées à la collecte, Caroline, ou si on... Alors, il y a des questions liées à la collecte, mais tu as répondu à certaines d'entre elles. Il y avait quelqu'un qui disait que son expert comptable lui avait indiqué que les 13% n'étaient pas dus pour 2020, seulement pour l'année prochaine. Alors, peut-être que votre expert comptable vous fait référence à l'ordonnance qui risque de repousser la date du versement, mais initialement, c'était dû. Oui, tout à fait. Donc, à vérifier. Là, pour le coup, on est en attente de la nouvelle échéance. Après, nous avons versé nos cotisations avant le 28 février. Allons-nous recevoir un bordereau de la part de l'OPCO attestant du versement de ces contributions? Bien sûr, bien sûr. Alors là, ça prend un peu de temps parce qu'effectivement, en plus, avec toutes maintenant les branches qui composent l'OPCO Atlas, on a eu voilà, un nombre de bordereaux assez important et notamment avec la situation actuelle et avec les courriers qui sont acheminés difficilement, voilà, on est en cours d'enregistrement. Donc certaines ont déjà effectivement l'enregistrement et les bordereaux arrivent un peu plus tard dans l'année. En général, on est plutôt sur avant l'été pour l'envoi des bordereaux. Mais ça va venir, oui, vous avez un reçu libératoire qui prouve que vous avez bien versé votre contribution, bien sûr. Et avant d'enchaîner, du coup, j'avais juste une question sur l'obligation conventionnelle. Suivant votre branche, elle est toujours due. Si votre branche fait un appel à cotisation conventionnelle, oui, elle restera due. Tout à fait. Alors, les autres mesures. Donc sur la partie entretien professionnel, oui. Alors là, il y a des petites nouveautés aussi sur l'entretien professionnel. Alors, je vais juste rappeler ce qui était le cas avant parce qu'on va devoir en reparler à un moment, donc je préfère le faire dès maintenant. Juste pour la réforme donc, de 2018, je le rappelle, les entretiens professionnels ont été mis en place avec la réforme 2014. Et la réforme 2014 donc, a mis en place un certain nombre de critères, et notamment dans le cas d'un bilan à 6 ans. Les critères étaient les suivants. Donc, il y avait avoir suivi au moins une action de formation, avoir acquis des éléments de certification ou avoir bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Donc, en fait, avec la réforme 2014, dans le bilan à 6 ans, les entreprises devaient respecter pour l'ensemble des collaborateurs 2 des 3 critères suivants. D'accord ? Avec la réforme 2018, on est sur une nouvelle appréciation, en tout cas un nouveau contrôle sur cette partie entretien professionnel, puisque maintenant, l'obligation dans ce bilan à 6 ans, donc c'est d'avoir bénéficié de l'ensemble des entretiens professionnels, donc au minimum 3, puisque je le rappelle, l'entretien professionnel est obligatoire au moins tous les 2 ans, et avoir bénéficié d'une formation, au moins une formation, et une formation qui n'est pas considérée comme obligatoire ou réglementaire liée à l'exercice d'un métier. Donc là, la volonté sur cette partie entretien professionnel, c'est qu'il convient toujours, pendant les entretiens professionnels donc, qui ont lieu tous les 2 ans, d'apprécier les critères, donc avoir suivi au moins une action de formation, avoir acquis des éléments de certification, c'est-à-dire de juste les notifier dans l'entretien professionnel. Mais l'obligation maintenant pour les entreprises, c'est bien dans les 6 ans d'avoir bénéficié de l'ensemble des entretiens pro et d'avoir suivi au moins une action de formation. Alors, la nouveauté aussi, pareil, avec ces ordonnances dans ce cadre actuel, c'est que le bilan à 6 ans, donc pour toutes les entreprises qui existent depuis au moins 2014, le bilan à 6 ans, vous avez la possibilité avec l'ordonnance qui vient de paraître de pouvoir le faire jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc, vous avez jusqu'à la fin d'année pour pouvoir réaliser votre bilan à 6 ans. Donc là, ça a été décalé aussi avec le contexte actuel. Et la nouveauté aussi, c'est que dans ce premier bilan, donc je parle bien de celui qui aura lieu là en 2020, les entreprises ont toujours la possibilité soit d'appliquer la première version, c'est-à-dire avoir rempli 2 sur les 3 critères qui sont situés à gauche de votre écran,
soit appliquer la nouvelle réglementation avec donc ce qui est à droite de votre écran, c'est-à-dire avoir bénéficié de l'ensemble des entretiens professionnels et avoir au moins une action de formation. D'accord? Ça, c'est uniquement la dérogation pour les bilans à 6 ans qui auront lieu en 2020. Pour tous les bilans qui auront lieu après 2020, on sera forcément sur la dernière modification, donc la nouveauté avec la réforme 2018, sur les 3 entretiens pro au minimum et du coup l'action de formation. D'accord? Et je parle aussi de la sanction financière, puisqu'il y en a une, hein, elle existe pour les entreprises de plus de 50 salariés. Il y a un abondement qui doit être fait sur le compte CPF des collaborateurs de 3 000 € pour tous les collaborateurs qui, du coup, ne rempliraient pas ces conditions. Donc, je le répète, l'ensemble des entretiens professionnels et l'action de formation. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'entretien à 6 ans. Et je rebondis un peu sur ce que tu disais au début, Caroline, sur l'importance de formaliser ce que les entreprises font beaucoup en interne et de façon pas forcément, enfin de façon informelle souvent, de pouvoir formaliser vos parcours de formation pour qu'elles puissent rentrer dans vos obligations légales de formation et valoriser votre plan de formation. Donc ça reste un point important. Et juste sur la deuxième slide, pour préciser que maintenant, l'entretien professionnel est une thématique qui a été ajoutée aux consultations obligatoires, donc sur la partie entretien professionnel. Donc, on a les consultations sur les orientations stratégiques et la consultation sur la politique sociale de l'entreprise. Maintenant, la thématique a été ajoutée sur les entretiens professionnels. Et petite précision, un accord d'entreprise ou un accord de branche peut aussi toujours, c'est toujours la même logique, un désaccord, ils peuvent venir modifier le légal, c'est-à-dire ils peuvent venir modifier le contenu ou la périodicité de ces entretiens professionnels. Donc ça, c'est toujours possible. Absolument. Et effectivement, pour répondre à Madame Lotu qui demande si on a des templates pour l'entretien obligatoire des 6 ans, on a dans notre guide RH dispo dans notre boîte à outils sur le site de l'Opco Atlas. Vous avez des guides qui vous proposent des grilles d'entretien et également les éléments incontournables du bilan à 6 ans, de ce fameux état des lieux. Donc, je vous encourage à aller regarder ça sur notre guide RH. Oui, alors Madame Mailleux a raison, hein, il y a eu du changement dans les dates suite à la situation actuelle, hein, c'est ce que Céline disait, il y a un report. Hein. Il y a un report, tout à fait. Tout à fait. Voilà, et puis bon, je lisais du coup juste la dernière question. Oui, si vous avez une personne qui est arrivée dans votre entreprise qu'il y a 3 ans, bah, ça veut dire que son bilan à 6 ans arrivera que dans 3 ans. Hein. D'accord? C'est aux 6 ans de la personne dans l'entreprise. Hein. Voilà. Absolument. Ouais. Sur le sujet suivant, du coup, par rapport aussi nouveauté, par rapport au conseil en évolution professionnelle, puisque je le disais dans la partie contribution aussi, le conseil en évolution professionnelle, ça fait partie aussi maintenant d'un dispositif qui est financé sur les contributions des entreprises. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet ? Absolument, Céline, je peux vous en dire un peu plus. Donc, tu as raison, hein, financer sur les contributions des entreprises. Et ce que ça signifie pour vos salariés, c'est que c'est un conseil en évolution professionnelle qui est gratuit. C'est un service qui leur est accessible et qui leur permet de faire un point de situation sur leur évolution professionnelle, surtout s'ils se posent des questions, s'ils sont à un tournant de carrière ou simplement s'ils ont des questions pour la mise en œuvre d'une formation. Ça leur permet de faciliter l'accès à la formation. Donc là, c'est un atout qui est capital pour les salariés et pour vous, puisque du coup, vous devez les informer de cette possibilité pendant les entretiens professionnels. Donc, il y a des guides qu'on a mis à votre disposition sur le site de l'Opco Atlas également. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour vos salariés cadres, l'interlocuteur, ce sera l'APEC. Pour les salariés non cadres, un opérateur régional a répondu à un appel d'offres et a été sélectionné. Donc là, d'ordinaire, intervenant plus sur l'Île-de-France, on donne le nom du cabinet retenu pour l'Île-de-France. Là, on imagine que vous venez très certainement de toutes les régions. Du coup, on a mis, alors dans le support que vous recevrez, il y a sous un opérateur régional, on aura mis un lien qui vous permet d'être emmené vers la page où vous pouvez retrouver l'opérateur régional qui s'applique à vous. Et du coup, vous pourrez l'indiquer à votre salarié. C'est très important puisque, notamment dans le cadre des projets de transition professionnelle, il faut passer par un CEP. Donc, vraiment important à retenir comme information. On peut passer à la slide suivante, puisqu'on va aborder la question des PEE. Alors, du coup, Céline, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, assez brièvement, pour les PEE finalement, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Ouais. Alors, les préparations opérationnelles à l'emploi, donc ça, c'est des dispositifs qui sont portés par les branches et par le pôle emploi. Mm. Donc l'idée est notamment dans nos branches où on rencontre souvent des difficultés de recrutement, ça peut être en fait de proposer un parcours dans une logique de recrutement. On cherche des profils, je prends un exemple avec 5 compétences clés. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, je n'arrive pas à trouver ce profil avec ces 5 compétences. Je réduis, c'est-à-dire que je vais chercher quelqu'un qui a 3 compétences clés, notamment sur les soft skills, par exemple, et je pars du principe que les 2 autres compétences, la personne va les acquérir en formation. Donc là, l'idée, c'est de monter un projet de formation avec le Pôle emploi, de pouvoir leur proposer un projet. Et si Pôle emploi accepte, l'idée, en fait, c'est que la personne, elle va se former. Pendant qu'elle se forme, elle est toujours indemnisée par Pôle emploi. Et à l'issue de sa formation, elle intègre vos effectifs et elle intègre votre entreprise. Et ça lui permet tout de suite d'être autonome sur son poste. Donc ça, c'est vraiment un réel avantage dans le cadre de cette préparation opérationnelle à l'emploi individuelle. Et on a aussi une préparation opérationnelle à l'emploi collective. La différence là, c'est que ce n'est pas l'entreprise qui porte le projet, mais c'est la branche. C'est-à-dire que la branche va identifier un certain nombre de métiers en tension. Elle va organiser des sessions de formation. Elle va lancer des appels d'offres pour sélectionner des organismes de formation. Et en fait, après, les entreprises vont pouvoir faire ce qu'on appelle des job dating et recruter les personnes à l'issue de ces sessions. Donc, ce dispositif peut être mis en place. Alors, là aussi, ça dépend des branches professionnelles. Ça dépend en fait des orientations politiques de chaque branche. Il y en a qui le mettent en place, il y en a qui mettent que la PEI, d'autres que la PEC, il y en a qui n'en mettent pas. Ça dépend vraiment des orientations politiques de la branche. Ça, vous pouvez le voir en détail sur les critères de financement. Donc, pour chaque branche, vous voyez dans les critères si la PEE apparaît ou non. Et l'idée, c'est que c'est vraiment, on est dans une logique de recrutement de personnes qui sont demandeurs d'emploi obligatoirement. Donc ça, c'était pour la partie préparation opérationnelle à l'emploi. Et du coup, nous avons une dernière partie sur les autres mesures sur la certification qualité. Du coup, Caroline, est-ce que tu peux nous en dire rapidement un petit mot? Oui, bien sûr. Alors, on va être assez bref, hein, puisque vous en avez sûrement déjà entendu parler. Et encore une fois, petit teasing pour notre replay sur la qualité des organismes de formation. Hein, on a nos collègues de Occitanie, non pas d'Occitanie, excusez-moi, ça m'échappe, mais c'est pas grave. Ils ont fait un webinaire qui est disponible en replay sur notre chaîne YouTube, et vous pouvez du coup aller un peu plus en profondeur sur cette question-là. À retenir quand même, c'est qu'on va passer du Datadog à la certification Calliope, qui sera délivrée par des organismes certifiants qui sont habilités, référencés COFRAC, et qui auront été sélectionnés par France Compétences. La liste est en cours et vous l'avez juste après dans l'autre slide sur un lien qui est à votre disposition. Par contre, une information importante que je souhaitais vous donner suite à l'ordonnance qui a été présentée hier et publiée au journal officiel aujourd'hui, l'obtention de la certification Calliope initialement prévue pour janvier 2021 pour les organismes de formation est repoussée à janvier 2022. Voilà. Évidemment, toujours la même chose, hein, le législateur a à cœur de préserver l'emploi et les formations, et ça va de pair avec préserver l'activité des organismes de formation pour leur permettre d'avoir un petit peu plus de temps vu le contexte actuel et les difficultés auxquelles ils font face. Tout à fait. Je me Oui. permets juste, je reviens parce que je vois quelques questions. J'ai une question sur la PEE. La PEE est possible si le salarié est déjà en CDI dans l'entreprise, mais a besoin d'une formation pour évoluer. Donc non, comme je vous le disais, la PEE, elle est accessible qu'aux personnes qui sont demandeurs d'emploi. Donc là, on sera plutôt sur une logique de formation soit interne, soit financée sur le plan de développement des compétences, éventuellement même en AFEST, ou la promotion par l'alternance, ça peut être aussi une solution. Et je reviens juste sur une personne qui dit avoir sûrement raté la date de report de l'obligation à réaliser l'entretien des 6 ans au 6 mars 2020. Donc effectivement, le report de date, c'est au 31 décembre 2020. Donc vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 pour faire vos bilans à 6 ans. Et pareil avec la sanction qui est reportée aussi au 31 décembre 2020. Donc vous avez jusqu'à la fin d'année pour réaliser ces bilans. Absolument. Et du coup,
petit calendrier, donc voilà, bon, ça reprend un petit peu les éléments dont on a un petit peu parlé. Donc depuis cette année, on est donc l'interlocuteur unique sur la partie alternance, hein, apprentissage et contrat de professionnalisation. On est toujours collecteur de votre contribution, mais voilà, on passera le relais à l'URSSAF à partir de 2022. Pareil pour le CPF, nous ne sommes plus votre interlocuteur sur le CPF, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui assure ce rôle dorénavant. Donc là aussi, un décalage sur le calendrier, mais la nouvelle labellisation des organismes de formation, ce sera pour 2022. Hein, ça a été décalé avec la fameuse ordonnance au vu du contexte. Et voilà, en 2022, le transfert de la collecte des OPCO aux URSSAF. Alors, je reprends un petit peu les questions. Non, il n'y en avait pas d'autres. Alors, là, on arrive 16h01, c'est parfait dans le, dans le timing. En tout cas, voilà, vous avez les coordonnées, vous avez l'adresse de notre site internet et nos coordonnées pour joindre nos conseillers téléphoniques. Comme vous l'a dit Caroline, on assure toujours le suivi, hein, même en cette période un petit peu compliquée. Voilà, vous pouvez toujours nous joindre par téléphone. Vous pouvez aussi toujours nous joindre sur nos adresses mail respectives, hein, pour ceux qui ont déjà les coordonnées de leurs conseillers. On assure toujours le lien de proximité, que ce soit en visio, que ce soit à l'écrit ou en rendez-vous téléphonique, à travers ces webinaires aussi. On le reprécise, vous allez recevoir le support de présentation, le replay va être disponible et on vous envoie aussi à tous les questions-réponses sur les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Et il y a aussi peut-être, oui, comment s'inscrire au webinaire du 22 avril. Alors oui, le webinaire du 22 avril, vous le retrouvez sur notre site internet OPCO Atlas, tout en haut. Vous avez la boîte à outils pour retrouver les documents dont on a parlé et vous avez agenda. Sur l'agenda, si vous voulez filtrer et retrouver plus facilement, vous filtrez sur votre gauche en sélectionnant webinaire et vous verrez qu'en cliquant sur celui du 22 avril, vous pourrez vous inscrire. Donc, n'hésitez pas, puisque là, du coup, vous aurez l'occasion de plonger plus précisément dans les dispositifs liés aux individus, qui est un grand sujet, surtout dans l'idée d'une co-construction de projet entre l'employeur et le collaborateur. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour la fin, donc déjà merci, puisqu'on a beaucoup de remerciements, merci à vous parce que vous avez été nombreux à nous suivre. Donc on espère que du coup vous avez trouvé des réponses à vos questions. Sachez que vous retrouverez ce webinaire en replay comme Céline vient de le redire et nous reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Bon courage pour cette période qui, on le sait, n'est vraiment pas évidente pour les entreprises. Mais comme on vous le disait, l'OPCO Atlas reste à vos côtés, on est mobilisés. Donc, prenez bien soin de vous et on vous retrouve très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.